Merci beaucoup, Monsieur le Doyen, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je dois vous remercier, puisque, effectivement, après des interventions aussi riches que ce matin, avec du vécu, avec des représentations psychosociales, revenir à des questions juridiques, même magnifiquement introduites tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, me paraît quand même, au moment où la moitié de la salle vient de sortir, une petite mort, quelque part, pour le juriste que je suis. Je vais viser le quart d'heure, comme ça vous ne m'en voudrez pas trop. Je vais essayer de m'effacer lentement, mais sûrement. Alors, je vous remercie quand même d'avoir mis les questions constitutionnelles à l'honneur sur un sujet où elles sont rarement mises à l'honneur. Et je vais essayer de vous montrer que le droit constitutionnel est à l'interface, évidemment, des valeurs et du droit. C'est la porte d'entrée des valeurs politiques. Et donc, la mise en scène constitutionnelle, puisque c'est une mise en scène, a une importance en France toute relative, mais on verra cet après-midi à l'étranger beaucoup plus importante. Alors, je n'ai pas créé de PowerPoint, justement, pour que vous continuiez à m'écouter de façon tout à fait attentive. La Constitution, doit la voir comme une norme d'habilitation, puisque c'est celle qui permet l'existence de l'ensemble de l'ordre juridique, et aussi comme limite de ces autres normes. Or, la question de la mort ou la question de la fin de vie, comme la question de la vie en général, n'est pas dans notre Constitution, si je prends le tropisme spécifiquement français, ce qui fait que nos acteurs constitutionnels, en quelque sorte, bricolent, en l'absence de normes spécifiques. Ce sont les principes qui jouent, parfois sous forme de droits fondamentaux, parfois sous forme de limites à ces droits fondamentaux. Et vous savez, en France, à quel point on bricole en matière de droits fondamentaux, y compris le corpus, c'est-à-dire les sources de ces valeurs, de ces règles, qui ont été élaborées progressivement par le Conseil constitutionnel, lui-même se sentant toujours assez illégitime à le faire de façon franche et claire, et en tout cas de façon motivée. On a toujours à deviner ce que le Conseil a voulu nous dire, s'il a voulu nous dire quelque chose. Donc on a en France quand même souvent un double déni des valeurs, un double déni du rôle de la loi, un double déni du rôle du Conseil constitutionnel, qui nous amène à un contexte particulièrement difficile quand on est constitutionnaliste pour traiter de ces questions-là. Nous n'avons que 2 décisions qui ont porté, donc ça ne m'a pas épuisé non plus de les relire, c'est l'avantage, mais nous avons beaucoup de choses à deviner de ce que pourrait faire le Conseil constitutionnel face à la nouvelle loi, et de savoir même si le politique s'interroge sur le cadre constitutionnel dans lequel il intervient. J'ai assez peu l'impression que ce soit leur préoccupation. Je vous rappelle également, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du juge constitutionnel, puisque le texte de la Constitution, vous l'avez compris, est vide, le juge constitutionnel lui-même, il a ses propres limites et il a ses propres cadres qui le limitent dans son action. D'abord, on a un contrôle qui demeure très lié à la saisine. Les 2 décisions dont je vais vous parler sont des questions prioritaires de constitutionnalité qui portent sur des points très précis, c'est-à-dire la procédure collégiale pour la décision d'arrêt des traitements d'un côté et le rôle des directives anticipées de l'autre. Et à chaque fois, évidemment, il est contraint par ce tout petit cadre, donc on n'a pas d'envolée lyrique sur l'équilibre des valeurs, sur les choix qui peuvent être faits, sur une culture française, comme d'autres juges constitutionnels pourraient le faire. Je pense à la Cour constitutionnelle allemande, par exemple. Et puis, par ailleurs, il a un contrôle qui demeure très abstrait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un contrôle abstrait? C'est tout l'objet de plusieurs thèses, mais c'est l'idée qu'il n'est pas saisi d'un cas concret, d'une situation d'un individu donné, et qu'à partir de là, on l'a appris tout à l'heure, toute généralité devient nécessairement abusive. Et en outre, troisième limite, il est dans ce qu'on appelle le self-restraint, c'est-à-dire qu'il considère que sur ces questions, il n'a pas grand-chose à dire, c'est le législateur qui choisit. En France, il y a un recul très net du juge constitutionnel qui ne se sent pas légitime à parler valeurs face au législateur. Donc vous me direz, mais pourquoi ils l'ont invité ? Puisque je suis en train de dresser un portrait d'un micro-objet, à la fois quantitativement et juridiquement, tout simplement parce qu'il y a quand même des choses à dire sur la façon dont il aborde la question, c'est-à-dire les points aveugles, puisque le Conseil constitutionnel se limite au-delà même de ce qu'il devrait faire, et sur la façon dont il pose vraiment ses déterminants. Pour présenter l'ensemble de ces ressorts, c'est le titre de l'intervention, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais le mot ressort va bien puisqu'on parle de déterminants. On peut d'abord examiner la question de l'éviction, en fait, d'un droit important qui est le droit à la vie. C'est le seul droit qui n'est pas dans notre Constitution, au regard des constitutions étrangères et au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la question de savoir pourquoi le Conseil constitutionnel n'a jamais reconnu ce droit alors qu'il a construit la dignité, la liberté personnelle, qui n'était pas plus dans le texte, et pourquoi il n'a pas mis le droit à la vie, c'est quand même intéressant. Et le fait qu'il y ait cette éviction de la scène juridique du droit à la vie a des conséquences importantes sur le cadre qu'il a finalement choisi, c'est-à-dire un équilibre un peu bancal entre dignité et autonomie de la personne, c'est-à-dire, en termes constitutionnels, la liberté personnelle. Donc je commence par l'éviction du droit à la vie, parce que c'est un droit qui est
implicitement refusé, il n'a jamais motivé, il a été saisi à plusieurs reprises par des requérants qui expliquaient que la loi qu'on lui soumettait était contraire au droit à la vie. Il mentionne ce droit à la vie dans ses tables, c'est-à-dire vous avez sur le site internet du Conseil constitutionnel des tables qui récapitulent la jurisprudence, qui est donc faite par le service juridique du Conseil constitutionnel avec une tête de gondole, une tête de chapitre qui est le droit à la vie. Ce qui est marrant puisqu'il ne le mentionne dans aucune décision, donc ça veut dire qu'il y a un inconscient du droit à la vie qui se développe, et c'est le seul droit pour lequel on a ce décalage. Il fait exister doctrinalement quelque chose qu'il n'a pas fait exister d'abord juridiquement dans ses décisions. Donc on sent bien l'influence finalement de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne fait pas partie des sources constitutionnelles en France, mais que malgré tout, cette structuration le taraude et qu'il essaie d'avoir une jurisprudence en phase avec la Cour de Strasbourg. Néanmoins, donc, on a quelque chose qui est dénié et qui est lié au principe de dignité. C'est-à-dire qu'en l'absence de droit à la vie, il développe le droit à la dignité comme si c'était synonyme de droit à la vie. Donc, dans un deuxième temps de ce premier temps, je vous indiquerai qu'on ne peut pas confondre dignité et droit à la vie, quand bien même ils sont quand même liés du point de vue conceptuel et du point de vue des valeurs, mais juridiquement distincts. Donc le droit à la vie, il a été proposé à plusieurs reprises par les requérants et même par le constituant. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs propositions de loi constitutionnelle en 1975, en 1994, en 2008, qui ont dit ça manque en France et jamais le législateur constitutionnel n'est passé à l'acte. Même le comité présidé par Simone Veil s'était posé la question et avait décidé de ne pas donner suite à ce projet. Pourtant, c'est une spécificité française, parce que si on regarde dans les constitutions étrangères, la plupart du temps, le droit à la vie est mentionné, et il s'oppose évidemment à des politiques de rétablissement de la peine de mort ou d'existence de la peine de mort qui ont été condamnées dans l'ensemble des États membres du Conseil de l'Europe. Donc c'est un droit auquel tiennent la plupart des nations étrangères. C'est un droit qui est aussi consacré par la Convention européenne, je vous l'ai dit. C'est un droit qui est consacré par le juge administratif, là encore sans texte, dans le cadre du référé liberté. Il reconnaît que c'est une liberté fondamentale qui existe. Donc on a un point aveugle, c'est notre Constitution. Alors, je me suis demandé si ce droit, finalement, il n'était pas juste tu au sens de le taire, c'est-à-dire qu'il y est peut-être. Et moi, je pense qu'il y est. Vous avez à l'article 66-1 de notre Constitution, un article qui date de 2007, qui nous dit que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Qu'interdit cet article relatif à la peine de mort, si ce n'est de tuer, c'est-à-dire d'avoir une politique d'État qui permet de supprimer la vie en guise de peine. Moi, je pense que la valeur qui est là, et très nettement, c'est quand même la protection de la vie. À quoi d'autre s'opposerait donc cette disposition? Eh bien, il paraît que je suis le seul à penser ça. À chaque fois que j'ai dit ça en colloque, on m'a dit non, l'interdiction de la peine de mort, c'est juste l'interdiction de la peine de mort. Ça ne signifie pas qu'on ait consacré le droit à la vie. D'accord. Et alors, dans la charte de l'environnement, il est indiqué que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Là encore, c'est juste aussi l'environnement, il n'est pas question de vie. D'accord. Donc l'existence d'un droit à la vie, pourquoi est-ce qu'on ne le formalise pas alors que je pense qu'il y a au moins deux fondements? Eh bien tout simplement peut-être parce que la question de l'IVG a pollué très largement les débats et qu'on considérerait que le reconnaître, ce serait en réalité fragiliser ce droit à l'IVG. Débat qu'on a eu au moment de l'amendement Garot, c'est-à-dire sur le féticide, ce que la mort non souhaitée d'un fœtus par accident peut être qualifiée d'homicide. Là encore, on a expliqué que si on le faisait, ça remettrait en cause le droit à l'IVG, ce qui est faux, puisque le droit à l'IVG est déjà, de toute manière, une conciliation entre la liberté de la femme et la protection du fœtus, qui passe par la dignité de la personne humaine. Donc on a confondu dignité et vie dès le départ. Cette confusion, elle a plusieurs manifestations. On l'a rappelé ce matin, nous avons dans notre Code civil un article 16 qui parle du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, qui a été créé par la loi Veil en 1975, donc qui s'applique effectivement au fœtus, et sans doute au-delà, puisque l'être humain devient une personne humaine quand il acquiert la personnalité juridique à la naissance, mais il ne cesse pas d'être un être humain. Donc c'est la dignité de la personne humaine qui fonde ce principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et ce respect de l'être humain dès le commencement de sa vie correspond justement à la protection de la vie du fœtus, de la vie anténatale. Donc il y a une confusion dès la loi de 75 et dès la décision IVG de 75 du Conseil constitutionnel entre dignité et vie. La dignité serait le fondement de la vie serait complexe de dignité. On a d'autres décisions qui ont opéré cette confusion. Les deux décisions dont je vous parlais tout à l'heure, donc sur la collégialité et l'arrêt des traitements, et l'autre sur le rôle des directives anticipées. À chaque fois, les requérants ont dit « mais là, c'est quand même une atteinte à la vie ». Il dit « non, on va juger ça sous le plan de la dignité, parce qu'enlever la vie à quelqu'un, ce serait attentatoire à sa dignité ». Et donc, on a
l'une dans l'autre. La vie serait dans la dignité, on n'aurait pas besoin de l'autonomiser ou de l'indiquer comme étant une valeur spécifique qu'on devrait travailler de façon spécifique. Cette confusion, elle est même entretenue parfois par le juge administratif sur l'arrêt des traitements aussi, dans le cas des transfusions sanguines des témoins de Jéhovah, où les deux fondements peuvent être mobilisés. Néanmoins, cela a une incidence quand même importante, cette disparition du droit à la vie et cette confusion avec la dignité. Elle a un effet de trompe-l'œil qui nous conduit à d'autres confusions. C'est l'objet de mon deuxième temps dans le raisonnement. Vous voyez, je vais tenir le quart d'heure, vous allez voir. D'abord, c'est le fait que ne pas parler de la vie de façon autonome conduit à une confrontation donc, entre dignité et liberté personnelle, c'est-à-dire l'autonomie du patient, la possibilité de s'autodéterminer. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit ce matin, la dignité est un concept extrêmement ambigu. Si on l'attribue à l'être humain, juridiquement, cela signifie qu'on protège en réalité l'humanité comme collectif, qu'on protège le principe vital, puisque l'être humain n'est rien d'autre que ce processus vital. Et par ailleurs, si on attribue la dignité à la notion de personne, c'est-à-dire en tant que sujet moral, autonome, au sens kantien, là, on a davantage quelque chose qui se traduit en termes d'autonomie et de liberté. Donc mentionner simplement la dignité de la personne humaine, c'est à la fois mentionner une protection objective type protection du droit à la vie, mais c'est aussi mentionner le fait que l'individu est seul juge de sa vie et de son autonomie et de sa dignité. Donc quand le Conseil constitutionnel subsume la vie dans la dignité, il prend le risque que cette vie soit simplement traduite comme notion de qualité de vie. C'est-à-dire qu'on soit sur le terrain de l'autonomie personnelle. Exit donc non seulement la vie, mais exit aussi la dignité pour nous, la dignité en soi, la dignité vue par le collectif. Ce sera une dignité lue par l'individu, une dignité subjective, une dignité décrite à l'aune du vécu individuel. Donc c'est important que le droit à la vie ait été supprimé du point de vue de la plasticité finalement des normes qui vont venir derrière et qui vont permettre au Conseil constitutionnel d'estimer qu'on peut ne juger qu'à l'aune de l'autonomie individuelle. Dans les deux décisions que je vous ai indiquées, j'ai supposé que vous les connaissiez, mais je me rends compte maintenant du décalage dans lequel je me suis moi-même mis. Dans ces deux décisions, donc la première, c'était en 2017, Association des cérébraux lésés. On est dans le cas Lambert et on se demande si la loi a suffisamment dicté elle-même les conditions de la procédure collégiale. C'est ce qu'on appelle une hypothèse d'incompétence négative. Les requérants viennent dire au législateur la loi n'est pas assez précise, elle renvoie trop au pouvoir réglementaire qui, lui, pourra faire ce qu'il veut. Et justement, il a mal fait parce que la procédure collégiale est très mal décrite, à la fois dans sa temporalité, dans sa saisine, est-ce que c'est le médecin qui a l'initiative, dans le rôle des proches, dans la défense du point de vue éventuellement du patient ou de leur propre point de vue. Tout ça n'est pas fixé ni par la loi ni par le règlement. Donc l'idée était de demander au Conseil constitutionnel de bien dire que la loi était insuffisante, qu'elle était restée en deçà de son rôle, donc de demander au législateur de la compléter. Et dans ce cas-là, le Conseil constitutionnel nous a dit c'est pas une question de vie, c'est juste une question de dignité. Or, le patient, il a pu faire valoir ce qu'il voulait. Le pouvoir réglementaire a dit ce qu'il entendait par procédure collégiale, donc la loi est parfaite, on n'a besoin de rien de plus. Même raisonnement quand on a posé là, en novembre dernier, en 2022, la question du rôle des directives anticipées. On était face à un patient concrètement qui voulait continuer à vivre même avec un acharnement thérapeutique et on demandait au Conseil constitutionnel si ces directives anticipées pouvaient ou devaient être toujours opposables. Donc ce n'est pas une question de vie, encore une fois, c'était une question d'autonomie de la personne. Est-ce que la volonté de la personne est toujours valable jusqu'au dernier moment ou est-ce que c'est le médecin qui reprend la main pour décider objectivement de l'inappropriation de ces directives? Dans les deux cas, vous noterez que les deux décisions aboutissent à une augmentation du pouvoir médical. Dans les deux cas, la procédure collégiale n'est pas fixée, donc c'est le médecin qui l'organise comme il l'entend sur le terrain. Et dans le second cas, les directives anticipées ne s'opposent pas au médecin lorsqu'il estime lui-même qu'elles ne sont pas adaptées. Et ça bascule sur quoi aussi? Sur le rôle du juge. C'est-à-dire que dans les deux cas, le Conseil constitutionnel se défausse sur le Conseil d'État ou sur la Cour de cassation en disant à vous de voir concrètement, vous serez saisi par les proches, et donc c'est à vous de voir si l'équilibre a été bien fait. Moyennant quoi, le Conseil constitutionnel, vous l'aurez noté, n'envisage pas l'hypothèse de l'individu qui est tout seul. On compte toujours sur des proches, mais beaucoup de gens meurent totalement seuls, donc sans proches pour les défendre, personne pour saisir le juge, donc là le médecin est totalement libre, puisqu'il n'y a pas en France de procédure comme on verra en Belgique, qui permet a posteriori de contrôler l'arrêt des traitements ou l'acte euthanasique. Donc c'est aussi un renvoi au juge lorsqu'il peut être saisi, et donc des hypothèses avec comme ça des points aveugles, d'autant que le Conseil constitutionnel n'a pas imposé non plus le caractère suspensif du recours.
ce qui signifie que le médecin peut mettre en œuvre immédiatement sa décision d'arrêt des traitements sans nécessairement attendre que le juge ait tranché. Donc on espère qu'il sera réactif et que ça ne prendra pas plus de 48 heures et que le médecin n'aura pas agi en 48 heures. Donc aujourd'hui, les juges, le Conseil d'État est attentif en fait, au fait qu'il faut décider vite, et les médecins savent qu'il vaut mieux suspendre leur décision, mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui l'a imposé, alors que ce serait inhérent, si vous voulez, à la logique de devoir recourir au second juge pour pouvoir apprécier la situation. Donc nous sommes dans une situation où c'est la liberté qui prédomine et une liberté qui est appréciée par le pouvoir médical. Donc on a une approche très subjective, ce qui n'est pas donc le principe du droit à la vie. Ceci étant dit, je précise aussi que si le droit à la vie était consacré de façon explicite, ça ne voudrait pas dire qu'il est absolu ou indérogeable, ni irrenonçable. On peut envisager un droit à la vie que l'individu pourrait estimer renonçable et donc demander en fait une forme d'exception en disant à l'État: je vais demander à telle personne de m'aider à mourir, je vous demande de ne pas le poursuivre, et donc on déliait l'État de son obligation de protéger la vie. Donc le dernier impensé, j'ai dépassé le quart d'heure, mais je me tiens, c'est les droits des tiers. C'est les droits non seulement de l'agent qui va donner la mort, mais le droit des proches. On a vu dans l'arrêt Mortier contre Belgique que des proches qui ne sont pas sollicités au moment de la procédure peuvent venir se plaindre d'une propre violation de leur vie privée, de leur lien affectif, parce qu'ils n'ont pas pu essayer de convaincre leurs proches de ne pas mourir. Et puis on voit donc la question des clauses de conscience. En deux mots, donc pour celui qui va agir, est-ce que la Constitution offre une base aux clauses de conscience? La réponse est extrêmement fragile. J'ai plus trop le temps de vous la développer, mais le Conseil constitutionnel a déjà admis que le législateur supprime la clause de conscience des chefs de service dans le cadre de l'IVG. Donc elle est maintenue pour le praticien, mais celui qui est chef de service ne peut pas empêcher les IVG dans son service. Donc ça veut dire qu'il considère que là aussi il y a un équilibre à faire entre l'intérêt de la femme ou l'intérêt de la personne qui vient en tant que patient et d'autre part la volonté des médecins. Il n'y a aucune décision qui affirme de façon explicite que les clauses de conscience sont protégées par la Constitution. On imagine que c'est dans la liberté de conscience, mais le législateur va pouvoir aménager ça à sa guise. Parce que ce n'est pas perçu vraiment comme une garantie déontologique, c'est plutôt un droit subjectif du médecin à faire jouer sa liberté de conscience. On n'est pas dans une dimension plutôt corporatiste, comme on imagine souvent quand on parle avec les médecins, qui se croient protégés toujours par le code de déontologie, qui n'est, je vous le rappelle, qu'un décret. Par ailleurs, donc, la volonté des proches n'est jamais du tout envisagée, ni par le législateur, encore moins par le Conseil constitutionnel. Or, sans doute, on pourrait imaginer que dans les procédures de fin de vie d'Addictive à mourir, on puisse anticiper sur le rôle des proches et sur les éventuels recours qu'ils pourraient exercer, ce qui viendrait donc conforter peut-être une forme de protection du patient. Voilà, en résumé, personne ne trouvera dans le droit constitutionnel les ressorts de sa propre argumentation, ni pro ni contra euthanasie. Voilà, je confirme que je n'étais pas utile aujourd'hui. Ceci étant dit, vous aurez compris que le désintérêt du Conseil constitutionnel pour ces questions va sans doute aller dans le sens des pro-euthanasie. Du moins, j'en fais le pari. Merci.